Cette vidéo est consacrée à la deuxième partie du cours. Dans cette seconde partie du cours de la communication interne, vous allez étudier l'importance du développement de la communication interne dans l'entreprise. Autrement dit, vous allez essayer de comprendre pourquoi pratiquer la communication interne dans l'entreprise ou bien quel est l'intérêt de la communication interne dans l'entreprise. Je vous consacrerai également une partie pour analyser le profil du manager et le profil du leader. Commençons d'abord par comprendre l'importance de la communication dans l'entreprise. Le système de communication est au cœur de la gestion des ressources humaines. Ceci est confirmé, car beaucoup de problèmes viennent des difficultés à communiquer, soit parce que l'information circule mal, soit parce qu'on a choisi les mauvais canaux de communication, où les personnes en charge de la communication n'ont pas le profil ou les compétences exigées, soit que le climat interne est défavorable à la circulation des informations, ou bien l'information circule uniquement dans certains groupes ou certains clans, voire certaines parties de l'entreprise, ou bien l'organisation de l'entreprise est mal adaptée pour la diffusion et pour la circulation des informations, ou carrément l'entreprise est dépourvue de toute culture communicationnelle, et là c'est très grave. Et donc l'insuffisance de l'information, elle va mener à l'incompréhension et à des dysfonctionnements qui vont alourdir le climat social ou le climat interne. Donc c'est la même chose, soit on dit climat social, soit on dit climat interne. Et donc ces dysfonctionnements sont source de malentendus, car les individus recourent à la rumeur lorsqu'il manque d'informations. Et donc, seules les informations claires et transmises à temps peuvent diminuer ces phénomènes. Voyons maintenant comment peut-on organiser un système de communication interne. D'abord, il faut savoir qu'un système de communication doit être structuré dans l'espace et structuré dans le temps. Dans l'espace, ceci en mettant en relief toutes les directions possibles des échanges interpersonnels, c'est-à-dire définir et tracer le schéma à travers lequel seront transmises et diffusées toutes les informations. En second, structuré dans le temps, car il y a des occasions favorables à la communication et des occasions défavorables à la communication. À titre d'exemple, lors de l'accueil des nouveaux embauchés, à l'occasion de la redéfinition des objectifs, à propos d'événements liés à la vie personnelle du salarié, mariage, promotion, décès, sortie en retraite, selon le climat relationnel, lors de tous les changements organisationnels, etc. Par exemple, si on veut informer sur l'entreprise, sur ses valeurs, sa charte, son organisation, sa vision, etc., on va choisir comme occasion favorable lors de l'entretien d'embauche. Donc, lors de cette occasion, on peut informer le futur employé de l'entreprise des valeurs de l'entreprise, de sa charte, de son organisation, de son ambition, etc. Et puis, comme occasion défavorable, donc il est déconseillé déjà de contacter les collègues ou le personnel durant leur temps de repos, les contacter chez eux, les contacter le soir, vers le tard. Tout ceci sont considérés comme étant des occasions défavorables pour contacter notamment un collègue ou voire une collègue. Alors, passons maintenant aux aspects de la communication. Toute communication comprend deux aspects interdépendants. Nous avons d'abord une transmission de contenu et ensuite des relations interpersonnelles. Alors, il faut savoir que ces deux aspects sont interdépendants, c'est-à-dire que chaque aspect complète l'autre et chaque aspect dépend de l'autre. Alors, une transmission de contenu, ceci suppose un accord entre les interlocuteurs sur les langages utilisés, c'est-à-dire qu'on doit utiliser un langage connu et compris par tous les collaborateurs. Exemple, il y a certaines entreprises où ils utilisent des langages dits langages de spécialistes. C'est des langages qu'une personne ordinaire ne pourra jamais comprendre, comme par exemple le langage entre informaticiens, entre médecins, entre pharmaciens, entre chimistes, etc.
Donc, il est important de choisir les langages qui sont connus et compris par toute la communauté. Deuxième point, il faut être en accord sur les supports ou bien sur les technologies de communication qu'on va utiliser pour transmettre et pour faire circuler l'information. Par exemple, on va choisir de l'affichage, journal, email, SMS, notes d'information, réunion, etc. Donc ici, il faudra un accord entre les interlocuteurs pour choisir les supports qu'ils maîtrisent. Et du moins ici, on va se poser la question de l'acceptabilité de la technologie, notamment pour les nouvelles technologies. Par exemple, si on va opter pour l'utilisation de l'emailing, ici on doit être sûr que tous les collaborateurs déjà possèdent une boîte email et ils savent s'en servir. Les moyens de réduire les obstacles. Alors par exemple, on va moderniser notre système informatique ou bien moderniser un logiciel pour réduire au mieux les bruits. Deuxième point, des relations interpersonnelles. Alors une personne qui communique cherche à influencer ses partenaires, soit à orienter leur perception, soit leur jugement, soit leur action, soit tout à la fois. Et donc, il est vrai qu'il est important de bien maîtriser ces deux aspects de communication et bien les définir dans l'entreprise. Voyons maintenant les formes que peut prendre la communication interne dans l'entreprise. D'abord, il faut savoir que dans une entreprise, la communication peut prendre deux formes. D'abord, une forme formelle, c'est ce qu'on appelle la communication formelle. Elle passe par les structures hiérarchiques et par les relais officiels, et c'est ce qui la distingue de la forme informelle, dite communication informelle, qui fait appel à des échanges spontanés ou à des informations parallèles. Ceci dit, question qui se pose, faut-il pour autant éradiquer la communication informelle de l'entreprise? Réponse, non, pas du tout. Pourquoi? Il faut savoir que ce type de communication peut servir d'accompagnement aux informations formalisées ou être l'écho de contre-pouvoirs implicites, exemple, dans le cas de rumeurs déformantes, de bouche à oreille négative, de rétention ou de distorsion d'informations ou de messages. Ici, la communication informelle peut jouer meilleur rôle que la communication formelle. Alors, servir d'accompagnement aux informations formalisées, par exemple, dans le cas d'une réunion stand-up, c'est ce qu'on appelle les réunions debout. Généralement, ces réunions vont s'effectuer lors de la pause café, après la réunion officielle. Et pendant ces réunions stand-up ou des réunions debout, les collaborateurs ou les personnes vont discuter, ils vont échanger des informations. Et en général, c'est lors de ces échanges, c'est lors de ces échanges où on récoltera le plus d'informations. À présent, on va étudier le profil du manager et le profil du leader. Et donc, que préfériez-vous être? Un manager ou leader dans votre entreprise? Réponse ci-après. Commençons d'abord par définir les compétences du manager. Déjà, un manager, il doit maîtriser un métier. Il doit être un spécialiste dans un métier donné. Il doit aussi avoir des notions en finance, en commerce, en politique. Il doit maîtriser ses émotions et bien sûr avoir un comportement irréprochable afin qu'il puisse gérer un groupe, des personnes, une unité, un département, une entreprise, des entreprises, une filiale, etc. Et je vous propose aussi un référentiel de mission que peut avoir un manager dans une entreprise. Et donc, un manager, il doit savoir définir les fonctions et les compétences de chacun de ses collaborateurs, c'est-à-dire il doit être capable de mettre la bonne personne à la place qu'il faut. Ensuite, il doit savoir réaliser les entretiens annuels, déterminer les besoins en formation de l'entreprise et ceci en réalisant un plan de formation. Il doit aussi informer suivant tous les mouvements de la communication dans une entreprise, qu'elle soit montante, descendante, voire latérale.
Il doit savoir déléguer. Et donc, un manager ne peut pas tout faire. Un manager ne peut pas tout contrôler. Donc, un manager qui veut faire tout, ce n'est pas un manager. Un manager qui veut réaliser toutes les tâches, veut contrôler tout, veut contrôler toute l'entreprise, ce manager est voué à l'échec. Donc le manager, il doit savoir déléguer, il doit savoir faire participer son équipe, il doit savoir encourager et faire confiance à son équipe pour qu'elle s'engage de plus en plus, pour qu'elle s'implique dans le travail, etc. Donc, une entreprise, ce n'est pas un travail d'une personne, c'est un travail d'un groupe, de plusieurs personnes que chacun doit être responsable dans une tâche, dans un travail ou dans une mission. Ensuite, il doit savoir endosser la responsabilité des résultats de l'équipe, c'est-à-dire en cas d'un échec, en cas d'un mauvais coup, en cas de mauvaises nouvelles, ce responsable, ce manager, il doit être responsable de ses résultats et ne pas endosser la responsabilité ou bien endosser le problème à son équipe. Ensuite, il doit être en mesure d'être responsable sur l'hygiène et la sécurité de l'entreprise et de veiller à ce que son personnel fait de même. Et enfin, un manager, il doit savoir gérer une équipe. Passons maintenant au leader. Je vous présente 8 archétypes du leader. D'abord, un leader est bâtisseur. Ça veut dire qu'il sait bâtir une équipe, il sait bâtir un projet, il sait bâtir une idée, etc. Le leader est social. Cela veut dire qu'il sait tisser des liens avec les gens, qu'il est facile à vivre, qu'il est bienveillant, solidaire. Un leader est stratège. Ça veut dire qu'il a un objectif et il possède les moyens appropriés pour atteindre cet objectif. Il est catalyseur. Cela veut dire qu'il sait rassembler, il sait unifier les personnes pour la bonne cause. Il est innovateur, ça veut dire qu'il est créatif, il a les capacités de créer des idées, c'est-à-dire qu'à partir d'une idée, il peut arriver à un projet porteur. Ensuite, il est communicateur. Ça veut dire qu'il sait communiquer, il sait comment transmettre le bon message à la bonne personne. Puis, un leader et coach, et comme un coach, il sait encadrer une équipe, il sait encourager, il sait motiver son équipe. Enfin, un leader, bien sûr, doit être gestionnaire et maîtriser les différentes techniques de management. Voyons maintenant les compétences pro d'un leader. En fait, on reconnaît un leader avec les compétences suivantes. D'abord, il doit montrer le chemin, c'est-à-dire clarifier les valeurs et les idéaux, indiquer les repères et les valeurs aux collaborateurs. En second, il doit inspirer une vision partagée, c'est-à-dire donner une vision optimiste du futur et surtout donner l'espoir aux collaborateurs. Ensuite, du profil même, ou bien de la personnalité même d'un leader, il défie tout le temps le statu quo, c'est-à-dire qu'un leader a horreur ou bien déteste du toujours pareil, déteste la routine. Et donc, il aime bien prendre des risques, il aime bien tester les opportunités et il adore le challenge. Ensuite, un leader, il doit savoir mettre en condition les équipes. Comme un coach, il doit savoir encourager chacun et donner confiance, faire participer, etc. Et enfin, il doit mettre du cœur à l'ouvrage en célébrant les victoires et en reconnaissant le travail ou bien les efforts de chacun. On dira dès lors qu'un manager gère la complexité alors qu'un leader gère le changement. Un manager organise, contrôle et gère les problèmes alors qu'un leader motive et crée le sentiment d'appartenance. Et donc, le manager va utiliser l'autorité afin d'obtenir la confiance des membres de l'entreprise. Pour sa part, le leader possède la capacité d'influencer pour atteindre ses objectifs. Je vous invite à présent à réaliser le quiz du cours 2 afin que vous puissiez accéder au prochain cours.